Le sida en Éthiopie, les hépatites virales en Égypte, les microcéphalies liées au virus Zika ou encore l'épidémie de SRAS. Arnaud Fontanet traque sans cesse les maladies. Il étudie aussi les causes de ces maladies dans les populations un peu partout dans le monde. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes épidémiologiste, professeur de l'Institut Pasteur et du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et vous avez été invité par le Collège de France pour occuper la chaire santé publique. C'est dans 3 jours, je crois, votre leçon inaugurale. On va y revenir. Alors pour commencer, bien poser les choses, c'est pas forcément évident. L'épidémiologie, c'est quoi ? Alors l'épidémiologie, c'est une science qui étudie à la fois la répartition et les déterminants, c'est-à-dire les causes des maladies dans les populations. Et on est très orienté sur l'action. Quand on trouve effectivement des causes, eh bien on met à la clé des méthodes de dépistage et de prévention. Alors l'épidémiologie fournit des méthodes pour mesurer, vous dites, l'état de santé aussi d'une population. En quoi a-t-elle joué un rôle déterminant historiquement, notamment sur l'espérance de vie de l'humanité ? Alors il y a eu, en fait il y avait 2 phases. Il y avait une phase où notre environnement était dominé par les maladies infectieuses. Et là c'était d'abord la microbiologie, avec les découvertes des bactéries, puis éventuellement des virus, et les progrès de l'hygiène qui ont permis de sauver beaucoup de vies. Dans la première moitié du XXe siècle, dans les pays industrialisés, il y a eu un bond d'espérance de vie de l'ordre de 20 ans, qui a été fait grâce au progrès de l'hygiène et puis qui a été consolidé après avec les vaccins et les antibiotiques. Et puis quand les maladies les plus tueuses sont devenues le cancer, les maladies cardiovasculaires, il a fallu d'autres approches parce que ces maladies avaient des causes plurifactorielles. Et donc c'est l'épidémiologie qui a mis en place les moyens d'enquêter pour comprendre quelles étaient les causes de ces maladies, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, sachant que ces causes pouvaient être multiples. Et là, c'est les progrès de la deuxième moitié du XXe siècle avec, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, l'identification de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du diabète, de la sédentarité ou de l'hypercholestérolémie comme les principaux facteurs de risque. Alors prenons un cas concret qui concerne tout le monde, surtout en ce moment, notamment en France et dans d'autres pays francophones, l'arrivée de la grippe. On sait que la grippe espagnole, qui était tout sauf espagnole apparemment, a fait de nombreuses victimes. Prenons la grippe, en quoi l'épidémiologiste va contribuer à une meilleure prévention en termes de santé publique ? Alors ce qu'on sait à propos de la grippe, sur ces modes de transmission, c'est que c'est un mode de transmission extrêmement efficace. Et une épidémie de grippe, on ne peut pas l'arrêter. Le contact se fait par voie aérienne. Vous seriez susceptible d'être infecté si j'étais infecté moi-même à cette distance. Et il faut à peu près 2 à 3 jours entre chaque génération de cas. C'est-à-dire que si je vous infecte, dans 3 jours vous êtes malade et vous infectez d'autres personnes qui seront malades dans 3 jours. Chacun de nous va en infecter 2, c'est exponentiel, ça va très très vite et on ne peut pas l'arrêter. Donc ce qu'on sait pour la grippe, c'est en dehors de mesures d'hygiène importantes, de quand même se laver les mains, de quand vous toussez, de vous protéger, etc. C'est aussi le vaccin qui est notre meilleure arme pour stopper une épidémie de grippe. Alors vous travaillez précisément sur ce qu'on appelle les maladies émergentes. C'est quoi une maladie émergente ? Alors une maladie émergente, c'est une maladie dont les médias parlent. C'est-à-dire que, en gros, on a une nouvelle maladie qui fait irruption en population humaine. Et dans certains cas, ça peut passer tout à fait inaperçu. Puis il y a d'autres moments où effectivement les médias s'en emparent et on en entend tous parler. Donc je dis ça avec un petit peu d'ironie, mais en même temps, quand on considère les maladies infectieuses, qui sont le sujet sur lequel je travaille, on peut dire qu'il y a à peu près tous les 5 ans une nouvelle maladie émergente d'importance. Si je vous cite les exemples, on peut commencer avec le sida, quand même, qui en 1980 devenait visible notamment aux États-Unis, puis après on s'est rendu compte que la situation était très grave en Afrique. Et il y a eu depuis la maladie de la vache folle, il y a eu le SRAS, il y a eu Ebola, il y a eu Zika, il y a eu des pandémies de grippe. Donc tous les 5 ans, une grande crise. Et c'est quand cette grande crise devient vraiment visible qu'effectivement on parle de maladie émergente. C'est quoi la différence entre une épidémie et une pandémie ? La pandémie, elle est au niveau planétaire ? Épidémie, c'est un nombre anormal de cas. Donc à la limite, 2 cas de SRAS, ce serait normal parce qu'il devrait y en avoir 0. Et puis une pandémie, c'est quand plus de 2 continents sont touchés. 2 continents ou plus sont touchés. Ce qui est le cas, bien entendu, pour l'épidémie du sida, normalement. Prenons un cas concret, l'épidémie liée au virus Ebola qui a frappé l'an dernier, en 2018, le Congo-Kinshasa. Comment travaillez-vous sur cette question ? Alors c'est une épidémie qui est toujours active. Il y a eu la grande épidémie inattendue en 2013-2014 en Afrique de l'Ouest, alors que jusqu'à présent les épidémies d'Ebola étaient confinées en Afrique centrale. Là, il y a eu 11 000 décès sur à peu près 25 000 cas répertoriés. Et puis, depuis cette épidémie-là, des épidémies en République démocratique du Congo, qui est le pays qui a connu le plus d'épidémies depuis qu'on connaît ce virus en 1976.
et une épidémie encore très active aujourd'hui dans la région du Kivu. Alors c'est une région où il est extrêmement difficile de travailler parce qu'il y a aujourd'hui des conflits avec des milices armées qui rendent la situation très dangereuse pour les équipes qui interviennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'une part isoler les cas et les traiter, puisque on est d'ailleurs en train d'essayer de tester différents traitements. Il y a 4 nouveaux traitements pour le virus Ebola qui sont en cours, je dis d'expérimentation, mais au sens noble du terme. Il faut savoir si ces traitements marchent, et c'est ce qu'on est en train de faire dans cette épidémie. Et puis, il y a également des vaccins qui sont administrés au contact de ces cas. On espère que ce vaccin va permettre de limiter l'extension. Mais aujourd'hui, on est à 700 cas. Et ce qui rend l'intervention extrêmement difficile, c'est les conflits armés qui ont lieu dans la région. Ouais. Et un peu avant l'épidémie d'Ebola, il y a eu aussi Zika qui a beaucoup fait parler de lui dans le monde. 1,5 million de cas au bas mot au Brésil. Alors, rappelons-le, ce n'est pas forcément une maladie mortelle, mais pour vous, épidémiologiste, quel défi pose le virus Zika? Alors le virus Zika, il était connu, il était apparu en Ouganda, il vient d'une forêt qui s'appelle Zika, on l'avait décrit en 1947, ouais. Et puis on avait des éléments pour dire qu'il circulait un peu en Afrique, en Asie du Sud-Est, mais c'était resté pour tout le monde une maladie tout à fait bénigne. Et le grand révélateur, c'était la première épidémie en Polynésie française en 2013-2014, où là, alors que la moitié de l'archipel était touchée, on a vu des complications sévères apparaître chez des adultes, des syndromes de Guillain-Barré, heureusement des complications rares, à peu près 2 pour 10 000 infections. Et plus tard, quand l'épidémie est arrivée au Brésil, c'est là qu'on a vu ces enfants naître avec des microcéphalies terribles, ces boîtes crâniennes de volume réduit, qui sont dues à un retard du développement du cerveau. Ça, c'était 2015-2016 au Brésil et puis après dans les Antilles. Alors, vous avez récemment signé une tribune en disant que l'épidémiologie était, elle n'est pas à bout de souffle, mais en tous les cas qu'elle connaissait un ralentissement après avoir connu vraiment l'âge d'or dans les années 1980-1990. Vous avez évoqué bien entendu l'épidémie de sida qui a sans doute porté aussi l'épidémiologie. Qu'en est-il aujourd'hui et sur quoi peut-elle rebondir l'épidémiologie? Alors, j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a eu les 30 glorieuses, des grandes cohortes qui ont permis de décrire les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des cancers. Et là, des progrès remarquables, notamment parce qu'il y avait des actions de prévention derrière. Puis il y a eu une période, effectivement, un peu de flottement, où déjà on s'est rendu compte que les résultats d'études pouvaient être contradictoires. Et puis l'épidémiologiste cherchait un petit peu en se demandant qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir maintenant qu'on a identifié, en gros, les conséquences graves des principaux comportements dangereux qui sont l'alcool, le tabac, enfin on les connaît tous, ouais. C'est passé dans notre savoir finalement, ce qui est le succès de l'épidémiologie. Mais voilà qu'on commençait un peu à patiner. Et ce qui est en train de changer la donne aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle dimension d'études qui nous est offerte par ce qu'on appelle ces fameuses big data, des données massives. Et ça a débuté avec le séquençage du génome. Donc les génomes humains maintenant peuvent être complètement séquencés. Et on est en train d'essayer d'identifier les facteurs génétiques qui sont associés avec les maladies. Parce qu'en gros, on savait des comportements et des expositions environnementales, ce qui pouvait contribuer aux maladies, mais ce qu'on ne savait pas, c'était notre susceptibilité, notre terrain génétique qui agit en interaction avec ces facteurs extérieurs. Alors le big data au service de la génétique et de l'épigénétique, diriez-vous que de célèbres moteurs de recherche font au fond de l'épidémiologie ? Alors, en répertoriant, en sachant à quel moment frappait-elle l'épidémie de grippe, parce que tout simplement les internautes tapent nez qui coule. Alors là, vous faites référence à une expérience qui avait été faite par Google, ouais. Qui aux États-Unis, où ils avaient utilisé justement les échanges sur les réseaux sociaux pour voir finalement la dynamique des épidémies de grippe. Et ça a bien marché pendant plusieurs années, mais ils ont été un peu victimes de leur succès. Parce qu'à un moment où une épidémie commençait à s'emballer, où ils étaient en train de dire « ça y est, c'est le pic, ça démarre les internautes sont devenus tellement inquiets que les références se sont multipliées. Et là, la prédiction qu'ils ont faite était beaucoup plus grave que ce qu'elle a réellement été. Donc depuis, Google ne s'en mêle plus trop. Ils ont retiré leur bille. Mais c'est vrai que ça avait été un des exemples d'utilisation des données des réseaux sociaux pour stimuler des courbes épidémiques. Je précise que cet entretien s'inscrit dans le cadre d'un cycle que nous réalisons avec le Collège de France. Vous serez en leçon inaugurale le 31 janvier prochain, c'est dans 3 jours. Sur quoi va porter votre leçon que l'on pourra suivre en direct sur le site du Collège de France? Alors la leçon inaugurale, ce sera vraiment qu'est-ce que l'épidémiologie, à quoi ça sert, un peu son histoire, comment elle a démarré, les grands succès, puisqu'on évoquait tout à l'heure la période de doute. Et enfin, je parlerai du futur de l'épidémiologie à l'ère des big data, notamment avec les données du génome humain et puis également les expositions environnementales. Comment voyez-vous le futur de l'épidémiologie? On vient d'évoquer le big data, les big data. Comment voyez-vous l'avenir?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a une tension actuellement entre les épidémiologistes, entre ceux qui vont vers l'infiniment petit, le moléculaire, la génétique, pour essayer de comprendre, et finalement une approche très individualiste, puisque chacun pourra, selon ses prédispositions génétiques, décider de j'ai un risque augmenté de diabète, je vais faire attention à mon alimentation, faire suivre mon taux de sucre dans le sang, versus une approche qui jusqu'à présent avait été très collectiviste. C'était des grands messages qui étaient arrêter de fumer, attention, boire de façon modérée, manger plus de fruits et légumes. Donc il y a un peu cette tension qui existe et c'est vrai qu'en termes de communication et de santé publique, c'est plutôt les approches grand public qui marchent. Et on se demande un petit peu comment ces approches individualisées vont finalement opérer. Est-ce qu'elles vont être réellement opérationnelles ou alors est-ce que ça va être une approche très coûteuse et peut-être moins couronnée de succès que n'a pu être la prévention quand elle a été pratiquée à l'échelle des populations. Les dernières petites questions, peut-être pas évident de répondre. Quel est le pays référence aujourd'hui en matière d'épidémiologie? Dans le monde francophone, si vous deviez en citer un? Dans le monde francophone, les Canadiens. Les Canadiens, McGill a une superbe université en épidémiologie, avec aussi à Laval. Donc voilà, je donnerai la palme aux Canadiens, tout en sachant que mes collègues français font aussi du très bon travail. Et puis, on collabore beaucoup aujourd'hui avec nos collègues africains. Et nous espérons vraiment pouvoir former une génération qui a des grands services à rendre aussi, parce que l'Afrique, ses enjeux de santé deviennent de plus en plus proches des nôtres. Il y a les maladies infectieuses, mais il y a aussi toutes les maladies chroniques qui arrivent. Merci beaucoup Arnaud Fontanet d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Le Collège de France, c'est donc pour vous dans 3 jours en leçon inaugurale. Merci à vous. Je vous en prie.